à la question de savoir si Joseph Kabila tient à revenir au pouvoir, il a répondu en disant qu'il est prêt à travailler pour la paix de toutes les manières possibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Kabila était au pouvoir, avait déclaré qu'il ferait tout. Il ira partout où il sera appelé pour que la paix revienne au Congo. Et en tant que chef de l'État, il a tout fait pour que nous puissions avoir la stabilité, d'abord des institutions, la stabilité sur le plan économique, la stabilité sur le plan monétaire, la stabilité sur le plan sécuritaire et la stabilité de la nation tout entière. Aujourd'hui, il a fait ses 2 mandats consécutifs en respectant le vouloir de la Constitution. Il est parti. Il reste disposé. D'ailleurs, il avait rappelé à celui qui est venu après lui, Félix Tshisekedi, en disant qu'il reste l'un de ses conseillers privilégiés et qu'il restait disponible à répondre, à servir la nation autrement. Donc Joseph Kabila, c'est un acteur politique majeur de ce pays. Donc rien ne l'empêcherait pour son comeback au pouvoir? D'ailleurs, il a fait son comeback en tant qu'acteur politique. Joseph Kabila a une grande famille politique aujourd'hui qui est le FCC. Joseph Kabila a un parti politique dont il est président national. Ce n'est pas contre toute violation de la loi fondamentale? Nulle part. Mais ceux qui continuent à crier, à accuser gratuitement Joseph Kabila, n'ont qu'à prendre ses preuves déposées au niveau de la justice militaire, au niveau de la justice civile. Nous n'avons pas peur, parce qu'on ne se reproche de rien. Kabila n'a pas peur. Partout où on citera le nom de Kabila, partout où on citera le nom du PPRD et du FCC, on ira défendre nos droits. Parce que je vous avais dit que nous sommes une opposition instituée, reconnue par la Constitution. Et les modalités, les activités liées à la reconquête, à l'organisation de l'opposition pour la reconquête du pouvoir, toutes ces actions, toutes ces activités sont sacrées. Donc, on ne cédera pas aux intimidations. Parce qu'après toute guerre, à la fin, on finit par dialoguer. Mais à quoi auront servi toutes ces déclarations? À la moindre escarmouche, nous sommes prêts à partir de Goma. On peut attaquer Kigali. Je donnerai toute ma vie. On va installer l'état-major. Je mourirai pour la paix. Je vais me considérer chef de l'État si et seulement si la paix revenait à l'Est de la République. Je ne parlerai jamais avec des patins. Je ne parlerai jamais avec des marionnettes. Je ne discuterai jamais avec des marionnettes. Je ne rencontrerai jamais, retenez, lisez sur mes lèvres, jamais Paul Kagame. Lui et moi, ça sera au ciel, devant les bons dieux. Les Congolais aujourd'hui se posent la question, si le ciel se mena au Qatar. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité
et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Et contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continentale House Funa. Pression. Bienvenue à toutes et à chacun sur Politikon, la force du détail. Merci de nous rejoindre. Alors que le début de pourparlers n'a pas eu lieu à Luanda, dans la capitale angolaise, comme prévu, c'est mardi 18 mars, en raison du retrait du M23 de toute négociation, Félix Tshisekedi a rencontré son homologue du Rwanda à Doha. Nous sommes au Qatar sous la médiation de l'émir du Qatar. Au cœur de leurs échanges, comment juguler la crise sécuritaire dans l'est du pays, exacerbée par la chute de grandes villes de l'est du pays, dont Goma et Bukavu. On en parle dans cette émission décryptage sur cette question d'actualité avec un des indispensables, comme nous aimons toujours le dire. Mais aussi, on parlera de l'actualité, la sortie médiatique de Joseph Kabila. L'ancien chef de l'État reste toujours égal à lui-même en ce jour à Pretoria, sur invitation de l'ancien chef d'État sud-africain Thabo Mbeki. Joseph Kabila s'est montré disponible pour le retour effectif de la paix dans la région et surtout dans l'est du pays. L'ancien chef de l'État Félix Joseph Kabila Kabange s'est confié à la presse sud-africaine en répondant aux questions de journalistes. Nous allons faire un grand angle sur cette interview, un décryptage complet avec Serge Jean Chibin qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Mais aussi on parlera de ce qui se passe pour le retour de la paix effective dans la région, pour parler de Luanda n'a pas eu lieu. En même temps, à Qatar, les deux chefs d'État de la RDC et du Rwanda se sont rencontrés pour un tête-à-tête. Nous allons décortiquer cela. Est-ce que le Rwanda serait-il en train de dicter le jeu, les règles du jeu? La question, nous allons certainement la poser à notre invité qui est déjà sur ce plateau. Merci de nous rejoindre, Jean-Serge Chibin. C'est un honneur de vous avoir ce matin. Comment allez-vous? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Merci, c'est un grand plaisir d'être sur votre plateau. Nous remercions le DG de cette chaîne, mais aussi vous, pour avoir pensé à nous. Nous remercions toute l'équipe technique qui nous a toujours bien accueillis. Nous remercions tous ceux qui nous suivent à la maison en ces moments. Nos compatriotes de l'Est, nous avons une sorte d'amertume. Nous avons une sorte de douleur qui nous traverse chaque jour quand nous pensons que ici à Kinshasa, nous pouvons manger, nous pouvons bien dormir. À Lubumbashi, les gens peuvent bien manger, ils peuvent bien dormir. Et qu'à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes au mois de mars, on n'a pas eu des activités liées à la femme. Et que la République qui devait penser à toutes ces femmes, à toutes ces filles, à tous ces compatriotes qui souffrent à l'est de notre pays, malheureusement, les hommes sont préoccupés ailleurs. Ils pensent gérer la République selon leur vouloir. Ils pensent à leur bien-être. Ils pensent à leur famille politique en lieu et place de penser à la République démocratique du Congo, en lieu et place de penser à nos compatriotes, à nos sœurs, à nos filles, à nos enfants qui passent des moments difficiles à l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'interview de Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État a insisté sur notre propre responsabilité de ne pas
tomber facilement dans le jeu de blâmer les autres. Et comment nous gérons cette crise? Je voudrais vous poser la même question au regard de l'actualité des villes entières qui continuent à tomber, des grandes villes de l'Est qui passent sous contrôle de l'ennemi. Comment appréciez-vous la gouvernance de la question sécuritaire? Mais notre chef a été clair sur cette question. Quand on est un responsable, quand on a une responsabilité au niveau étatique, quand on gère les institutions de l'État, vous devez savoir que dans tout ce que vous posez comme acte, vous avez une part de responsabilité. La responsabilité personnelle et la responsabilité collective. Et quand vous gérez, vous devez rendre compte des actes que vous posez, des approches que vous levez. Il est bien aujourd'hui que nos compatriotes, ceux qui gèrent aujourd'hui, puissent toujours indexer l'autre, le voisin, puissent toujours indexer l'ancien chef de l'État. Mais qu'en est-il de leurs responsabilités? De leurs responsabilités. Qu'en est-il de la redevabilité? Qu'en est-il de l'introspection qu'ils devaient faire sur les actes qui ont été posés, des actes qui ont conduit à la désarticulation des services de l'État, les actes qui ont conduit à la démobilisation sur le plan national, des actes qui ont conduit à la division du tissu national, les actes qui ont conduit aujourd'hui les Congolais à ne pas se regarder en face et à ne pas parler le même langage. Nous pouvons prendre quelques exemples. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui gèrent peuvent avoir le courage de faire un bilan, de faire un état des lieux sur l'état des sièges? Est-ce que l'approche qui nous avait amené, quand je parle de nous, l'État congolais, à travers les institutions et les animateurs de certaines institutions, d'adopter cette approche, est-ce que cette approche nous a amené des résultats escomptés sur le plan sécuritaire? Est-ce que nous avons eu le temps d'évaluer l'état des sièges? Est-ce que nous avons eu le temps d'évaluer l'état des sièges, de prendre le côté positif de cet état des sièges, de discuter sur le plan négatif et tirer des conclusions? Est-ce que l'état des sièges vaut encore la peine d'être appliqué et d'exister dans certains territoires de notre pays? On n'a pas fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un état des lieux en nous regardant dans les yeux, froidement, sérieusement, sur notre adhésion à l'EAC? Ça nous a conduit à quoi? Nous avons vu des armées étrangères, au total 8 ou 9, fouler les sols congolais. Est-ce que ces armées étrangères nous ont amené quelque chose sur le plan sécuritaire? C'est là qu'intervient la responsabilité du gouvernement. Voilà. Est-ce que ça nous a amené quelque chose, un apport important sur le plan sécuritaire, sur le plan économique? Est-ce que notre adhésion à l'EAC, parce qu'on nous disait que l'EAC c'est une nouvelle famille, c'est notre nouvelle famille politique. Et on nous disait aussi que c'est cette famille politique qui devait nous apporter un appui important, considérable, par rapport à tout ce que nous vivons à l'Est comme problème. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui froidement analyser le bilan de l'EAC? Tirer les points positifs et les points négatifs. On ne l'a pas fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler entre Congolais, discuter, nous regarder en face sur les raisons qui nous ont conduits ou qui ont conduit à la dislocation de la coalition FCC-Cash? Même après la chute de Goma et Bukavu, on ne s'est pas appliqué à faire l'évaluation minutieuse de la question. Mais c'est tout à fait normal. Quand on gère, pendant qu'on gère, nous devons avoir les habitudes d'évaluer. Nous devons avoir les habitudes de mettre une pause pour voir les actes qu'on a posés, évaluer les actes qu'on a posés, faire des projections, mais en faisant des projections, tout en se basant sur des points qui sont importants, sur des résultats réels, tout en se basant sur la situation réelle
que nous allons trouver sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. On ne se projette pas dans l'avenir sans avoir un soubassement réel dans un domaine respectif. On ne se projette pas dans l'avenir sans tenir compte du passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le passé nous sert d'histoire, le passé nous sert d'une base, d'une boussole solide, en même temps. D'une boussole aussi, pour nous téléguider, pour nous orienter dans le futur. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que ceux qui gèrent ne veulent pas revoir l'histoire, ne veulent pas s'inspirer du passé pour se projeter dans l'avenir. Même après la chute de Goma et Bukavu, comment on gère la question? Nous avons vu des gens, nous avons vu des hommes, nous avons vu des responsables au niveau de l'Union sacrée être d'abord négatifs, que ce soit dans la communication, que ce soit dans toutes les approches qui ont été mises sur pied pour aborder cette question de la guerre. Nous avons vu de la désorientation, nous avons vu de l'agitation au sein des cadres qui devaient étudier minutieusement et qui devaient mettre des solutions sur table pour aider non seulement le gouvernement, mais la population congolaise à trouver la paix et la sécurité à l'Est. C'était justifié entre autres par quoi? Et toutes ces choses ont été justifiées par l'amateurisme, par l'incompétence, par les soucis d'éprouver que c'est toujours moi, l'homme idéal, l'homme solution. L'homme providentiel. L'homme providentiel. Si ce n'est pas moi, personne d'autre ne donnera des solutions à ces problèmes. Si ce n'est pas moi, personne d'autre n'est capable de réfléchir et pour donner des solutions. Alors que quand on gère une république, une question aussi sensible, une question aussi importantissime comme de la guerre, il faut mettre les intelligences sur le plan militaire, les stratèges militaires, les anciens généraux. Il faut mettre des intelligences sur le plan économique, sur le plan de la communication, parce qu'une guerre est d'abord une guerre communicationnelle. Avant que la guerre proprement dite commence sur le terrain, il y a des escalades verbales entre les États, entre les dirigeants des deux États, entre les dirigeants des deux communautés. Et ces escalades-là, les enjeux tournent autour de la communication. Il faut savoir soigner les sorties médiatiques. Il faut savoir calibrer les sorties médiatiques et la communication. Et la communication aujourd'hui n'est pas la communication des années 2000, des années 1970. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs canaux de communication. Et quand vous n'avez pas une sorte d'organisation pour canaliser les animateurs, pour former les animateurs, canaliser leur communication, mais surtout mettre sur pied un canevas qui doit vous amener à avoir une communication orientée, avoir des éléments de langage appropriés à une guerre, mais surtout, ces éléments de langage doivent vous amener et amener la population à avoir un même langage, opposition, pouvoir, société civile. Mais malheureusement, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas voir ceux qui sont à l'opposition parler. Ne veulent pas voir ceux qui sont à l'opposition donner des propositions qui peuvent être utiles pour la guerre. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas écouter la voix des sans-voix auprès de ceux qui sont au niveau de la société civile. Ceux qui sont au pouvoir pensent que eux seuls peuvent avoir le monopole pour trouver des solutions aux problèmes de l'Est. Alors qu'une république ne se construit pas comme ça. Une république, une nation, c'est ceux qui sont au pouvoir, l'opposition, la société civile dans toutes ses formes, mais aussi les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nous devons travailler main dans la main pour que la paix revienne à l'Est. Et nous, en tant qu'opposition, nous sommes plus que disponibles. Nous donnons des propositions, nous critiquons quand il faut critiquer et nous apportons des solutions, peut-être qui ne sont pas prises en compte par ceux qui gèrent aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Les moments critiques, oui, il faut y réfléchir et prendre des solutions fermes et courageuses pour sortir de l'auberge. Joseph Kabila, qui reste par ailleurs égal à lui-même, se montrer disponible à travailler
pour le retour à la normale dans l'est du pays et même dans la sous-région. Nous allons faire le décryptage de son interview accordée aux journalistes en Afrique du Sud où il s'est séjourné sur invitation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Je vous prie d'écouter cet extrait choisi par Christian Pongo, traduit à l'aide de l'intelligence artificielle en français. Eh bien, la deuxième question, c'est-à-dire, suis-je prêt? Non, écoute. Nous sommes prêts à travailler, honnêtement, travailler pour la paix. Travailler activement pour la paix. C'était notre attitude il y a 22 ans, quand nous sommes venus à Sun City et avons signé l'accord. Notre attitude aujourd'hui, être beaucoup plus informé, c'est définitivement se lever à nouveau et être en mouvement, travailler pour la paix de toutes les manières possibles. Eh bien, je vais conclure en disant ceci. Je crois que le problème au Congo, tu l'as dit à juste titre, le problème c'est le président Félix. La solution c'est le président Félix. Alors, comment comprends-tu cela? Comment fais-tu pour le tourner à gauche et à droite? À toi de voir. Mais des décisions critiques doivent être prises. Ça, mais... et en des temps critiques, il faut prendre des décisions critiques et ce sont des temps critiques pour le Congo. Mais en ce qui nous concerne, eh bien, comme je l'ai dit, nous avons l'intention d'être très impliqués dans tout ce qui se passe, surtout en ce qui concerne la paix. Et pour se déplacer, au lieu que ce soit juste une affaire de la SADC ou de l'Afrique de l'Est, pour que ce soit nos propres initiatives, et aller dans toutes les directions, nous croyons que nous pouvons provoquer quelque chose de positif. Un changement positif, des nouvelles positives, que ce soit à l'Est, ce que nous nous préparons à faire, que ce soit dans le Sud, dans le Nord, et où être? Merci. Merci beaucoup. Joseph Kabila Kabange qui remue comme recette le processus de reconstruction nationale qui est sorti des Sun City en 2002. Il y tient et il se montre plutôt disponible et prêt à travailler de toutes les manières pour le retour de la paix dans la sous-région. Le processus de reconstruction nationale, l'ancien chef de l'État fait allusion à l'accord de Sun City en 2002. À partir de quel moment et pourquoi nous nous sommes déraillés ou nous avons déraillé? Quand vous prenez le processus de Sun City, ce processus nous a permis d'avoir un pacte républicain. Ce pacte républicain nous régit aujourd'hui. Ce pacte républicain constitue en soi une fondation pour un État moderne, un État démocratique. Ce pacte républicain aujourd'hui nous régit et nous donne la force en tant qu'une nation. Une nation respectée, une nation qui a des ambitions claires sur le bon vivre ensemble, sur son développement, mais sur tout ce que nous pouvons avoir comme aspiration profonde. Quiconque arrive au sommet de l'État ne peut gérer la République et sur base de ce pacte républicain. Qui a posé le base et les jalons. Qui a jeté les jalons sur le fondamental d'une nation moderne et démocratique. Okay. Et cet acte républicain est accompagné, bien sûr, avec des lois organiques, des lois spécifiques, des lois réglementaires qui gèrent
certains domaines de la vie nationale. Nos frères, nos compatriotes qui jouent aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de cette émission, ils n'ont pas l'essence de l'histoire. Ils veulent jeter en pâture les efforts que le peuple et des compatriotes ont consenti pour que nous puissions avoir aujourd'hui un état de droit. Un état de droit où les droits et libertés sont garantis. Un état de droit où l'opposition politique est instituée. Un état de droit où l'opposition politique est instituée. Le multipartisme est reconnu. Et surtout, aujourd'hui, quand vous prenez ces partis républicains, vous les lisez, vous verrez qu'il n'y a que dans 2 ou 3 articles où on évoque la sacralité, où on évoque la notion de la sacralité, ou les caractères sacrés, notamment de la vie humaine, mais aussi des activités, des approches liées à l'opposition et à la reconquête du pouvoir. On a dit que les approches, les activités liées à la reconquête du pouvoir au sein de l'opposition sont sacrées. Pourquoi on donne une certaine dimension à la notion de la vie et à la notion de la reconquête du pouvoir au sein de l'opposition? Parce que sans la vie humaine, toutes ces activités sur Terre n'existaient pas. D'où l'État protège la vie humaine pour sauvegarder l'intégrité nationale, pour continuer à parler de l'État du Congo, il faut que l'homme existe. Pourquoi on parle de la sacralité des approches, des activités de l'opposition en ce qui concerne la reconquête du pouvoir? Parce que c'est une base importante pour dire que l'État congolais désormais garantit la sécurité, les droits et libertés à tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir de manière démocratique. Et à partir de quel moment nous sommes passés à côté de ceci? Cela sous-entend qu'on veut impliquer dans les têtes des compatriotes et de tous ceux qui font la politique en démocratique du Congo que vous êtes chef de l'État, vous avez un régime, vous avez votre plateforme politique, vous gérez l'État congolais. À un moment donné, vous êtes appelé à laisser, après les 2 mandats consécutifs, vous êtes appelé à laisser la place aux autres, à ceux qui militent démocratiquement pour avoir le pouvoir. Les règles de jeu ne sont-elles pas respectées aujourd'hui? C'est là que la notion de l'alternance intervient. Et quand vous prenez, pour répondre à votre question, à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, quand vous prenez l'opposition aujourd'hui, nous sommes une opposition reconnue par l'État, une opposition reconnue et instituée par la Constitution. Nous avons une loi organique portant fonctionnement de l'opposition qui nous donne un statut particulier. Et nous avons aussi une autre loi qui nous donne aujourd'hui, nous, partis politiques, de fonctionner, la force qui nous donne tout ce que nous avons aujourd'hui comme droit de fonctionner, la loi portant et organisation de fonctionnement sur le parti politique. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent ces pays ne veulent pas que ces lois soient respectées. En commençant d'abord par la loi fondamentale elle-même, mais aussi toutes les autres lois qui accompagnent cette loi fondamentale. Et c'est la base de frustration. C'est la base aujourd'hui de la léthargie même au sein de ce gouvernement, au sein de l'Union sacrée. C'est la base de la désarticulation des services de l'État et des services de sécurité. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus aujourd'hui de la loi, et surtout la loi fondamentale. Alors que ceux qui gèrent devaient respecter les lois, devaient poser des actes qui nous amènent à nous unir davantage face à ce que nous vivons comme agression. Devaient poser des actes
pour apaiser la tension, pour apaiser le climat politique, devait poser des actes pour consolider les acquis laissés par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, tous les actes qui sont posés sont des actes qui ont un seul but: ternir l'image de Joseph Kabila. Des actes qui sont posés, ce sont des actes qui ont comme objectif saper l'héritage politique de Joseph Kabila. Des actes qui sont posés, ce sont des actes qui visent à museler l'opposition politique, alors qu'aujourd'hui, dans un état de droit comme le nôtre, nous ne pouvons pas avoir le pouvoir sans l'opposition, sans la société civile, et c'est ce qui fait d'ailleurs la force d'une nation pour être appelée République démocratique du Congo. Je tiens à rappeler ici que l'initiative de Sun City, c'était une œuvre entre Congolais. Ils ont voulu chercher des problèmes, parler de problèmes de Congolais, entre Congolais. On appellera ça dialogue intercongolais. Tout à fait. De 2002. Alors aujourd'hui, pourquoi chercher à tout prix à revenir sur ce qu'avait décidé Sun City? Pourquoi chercher à revenir à tout prix sur ce qu'on appelle processus de reconstruction nationale quand on sait que les recommandations de Sun City avaient été ou sont rejetées aujourd'hui en bloc par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils avaient pris part. Mais ils n'hésitaient pas à dénoncer l'agenda caché Etienne Tshisekedi, élu de PES. Et le coup fourré contre la République Tshisekedi, élu de PES, en allant à pris Sun part aux discussions de Sun City. Quand bien même ils faisaient des va-et-vient et tout ça. Ils avaient pris part. Ils avaient pris part. La même constitution qu'on veut rejeter aujourd'hui. La même constitution qu'on veut rejeter aujourd'hui. Elle était bonne. À un moment. Quand est-ce qu'elle devient mauvaise? Cette constitution, quand est-ce qu'elle est devenue mauvaise? Non, parce qu'on veut protéger ses propres intérêts, les intérêts de sa famille politique. Parce qu'on veut s'éterniser au pouvoir éternellement, en violation des règles démocratiques. Cette constitution en soi n'est pas mauvaise. Elle devient mauvaise quand ceux qui gèrent veulent sortir du cadre démocratique. Mais elle n'est pas non plus aussi éternelle. Oui, tout à fait normal. Voilà pourquoi nous disons que la même constitution a prévu le mécanisme. Comment peut-elle être modifiée? Comment on peut aussi l'étoffer? Parce que nous sommes une république évolutive. Il y a des questions qui ont été abordées, par exemple sur le numérique et autres, qui peuvent être aussi complétées. Mais toutes ces choses ont été prévues par les législateurs, par les constituants et par la Constitution elle-même. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous ne voulons plus de cette Constitution et nous posons des actes qui violent cette Constitution pour chercher à mettre en place une nouvelle Constitution. Ce sont des choses que nous n'accepterons jamais. Nous avons des compatriotes qui sont morts pour défendre cette Constitution. Nous avons des hommes qui sont partis, des femmes, pour une cause juste et noble, la défense de cette Constitution. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne juraient que sur cette Constitution. Donc ces débats sur le changement de la Constitution avaient attisé le feu aussi. Tout à fait normal. Parce que quand vous prenez au niveau de la population, quand vous touchez aux aspirations du peuple, parce que ce qui est prévu ici, ce sont les aspirations du peuple congolais. Cette constitution est passée par les référendums constitutionnels. La constitution est passée par référendum. Le peuple s'était exprimé par oui. Un oui qui était majoritaire. Comment voulez-vous que la minorité qui était hier à l'opposition arrive aujourd'hui au pouvoir et que cette majorité marche sur le oui majoritaire de cette population qui a donné le sens à cette constitution
qui a donné le corps à cette constitution, mais surtout qui a porté les aspirations, ses propres aspirations qui sont dans cette constitution. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Les non-respects des lois, en commençant par la constitution, les non-respects des lois organiques, des lois réglementaires. Ce qui bloque aujourd'hui, ce sont des détournements, la gabegie financière, les favoritismes, les clientélismes, les népotismes, les tribalismes pointus. Ce qui bloque cette République aujourd'hui. La Constitution est contre tous ces vices. Voilà. Ce qui bloque notre pays aujourd'hui, sous le régime de Félix Tshisekedi, ce sont ces mots qui gangrènent, ces mots qui bloquent le vouloir vivre ensemble. Ces mots qui bloquent d'ailleurs la solidarité nationale. Ces mots qui bloquent le développement intégral de notre pays. Alors, que ceux qui gèrent puissent avoir le temps de réfléchir, d'analyser où nous étions hier, où sommes-nous arrivés aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons devenir comme nation demain. Et à la question de savoir si Joseph Kabila tient à revenir au pouvoir, il a répondu en disant qu'il est prêt à travailler pour la paix de toutes les manières possibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Kabila était au pouvoir, avait déclaré qu'il ferait tout. Il ira partout où il sera appelé pour que la paix revienne au Congo. Et en tant que chef de l'État, il a tout fait pour que nous puissions avoir la stabilité, d'abord des institutions, la stabilité sur le plan économique, la stabilité sur le plan monétaire, la stabilité sur le plan sécuritaire et la stabilité de la nation tout entière. Aujourd'hui, il a fait ses deux mandats consécutifs en respectant le vouloir de la Constitution. Il est parti. Il reste disposé. D'ailleurs, il avait rappelé à celui qui est venu après lui, Félix Tshisekedi, en disant qu'il reste l'un de ses conseillers privilégiés et qu'il restait disponible à répondre, à servir la nation autrement. Donc Joseph Kabila, c'était un acteur politique majeur de ce pays. Donc rien ne l'empêcherait pour son comeback au pouvoir? D'ailleurs, il a fait son comeback en tant qu'acteur politique. Joseph Kabila a une grande famille politique aujourd'hui qui est le FCC. Joseph Kabila a un parti politique dont il est président national. Ce n'est pas contre toute violation de la loi fondamentale? Nulle part. Au cœur de Kinshasa, la future Arena. Un projet monumental pour un complexe multifonctionnel et futuriste. Avec ses 20 000 places assises, Kinshasa Arena a été pensée pour être la plus grande salle de spectacle de toute l'Afrique. Et c'est ici que la brigade spéciale du service national, 250 éléments venus de Kanyamaka CC, sont affectés pour leur stage de professionnalisation. Ce lundi, ces hommes à tout faire ont reçu la visite de leur commandant en chef, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Nous retrouvons un groupe dans cet auditoire, suivant une formation théorique sur l'échafaudage, montage, démontage et prévention des risques. Le module est dispensé par des ingénieurs congolais, assistés par des Turcs de 1000 vestes. Voilà. Alors, de la théorie à la pratique. Un peu plus loin sur les chantiers, d'autres bâtisseurs sont déjà à pied d'œuvre. Maçons, plombiers, électriciens et autres s'activent sous les regards satisfaits de leur chef en pleine inspection. Nous avons signé un partenariat pour la professionnalisation de nos bâtisseurs. Ils sont en train de faire une formation sur le tas. Ils ont des infrastructures gigantesques qui ont en leur sein plusieurs filières. Et nous avions voulu profiter de leur expertise pour former nos bâtisseurs dans ces filières-là, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, eux-mêmes d'abord sont fiers d'avoir ces enfants qui sont... C'est le début en fait, parce qu'ils ont pris quand même le temps de tout préparer et c'est maintenant le début de cette professionnalisation.
Le sentiment qui m'anime, c'est aussi ce sentiment de joie parce que ces enfants, vous l'avez remarqué, sont très disciplinés. C'est comme ça que plusieurs personnes parfois hésitent et doutent même que ces enfants soient ceux qu'on appelait autrefois des criminels. Ce sont des enfants qui ont été pris de force à un moment donné par la police qui les a confiés au service national. Mais aujourd'hui, ils sont là, libres, en train de travailler parce qu'ils ont subi la transformation à Kanyamaka CC. D'anciens Kuluna, totalement transformés et faisant désormais partie de la très sévère unité d'élite du service national. Tout est mis à profit pour que leur stage pratique se passe dans les meilleures conditions possibles. Voici par exemple leur dortoir, climatisé et bien équipé. En dehors de Milvest, le journal Kassonga assure que d'autres structures se bousculent pour bénéficier du savoir-faire de ces hommes surentraînés. C'est comme ici, à la maternité de Kintambo. La structure du nouveau bâtiment commence à se dessiner. Bientôt, les grosses œuvres seront totalement terminées. Place aux travaux de parachèvement et à la finition. Entre l'ancien et le nouveau bâtiment, le bataillon affecté ici n'a pas eu de repos. En même temps que nous sommes en train de construire ce nouveau bâtiment, on fait aussi les travaux dans l'ancien bâtiment. Jetez un coup d'œil, on a déjà changé toute la toiture, l'ancien bâtiment. Tout est déjà changé. Mais aussi, allez filmer à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a les travaux de cloisonnement qu'on est en train de faire. Donc nous sommes en train de travailler sur les deux bâtiments à la fois. Oui, moi je dirais qu'il y a un retard qui est dû à certains aléas techniques, notamment les 3 premiers mois étaient difficiles. La fondation. Voilà, la fondation de ces structures, on voulait vraiment respecter les normes. Mais les sols, au départ, là, le sol, il fallait enlever, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que même nous sommes en train de remblayer avec des matériaux qui viennent de très loin. Après l'aéroport, on amène. On n'a pas voulu faire du bricolage, faire vite et demain, imaginez qu'on vous dise qu'un bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, c'était quoi? Imaginez un peu. Parce qu'après ici, nous ne voulons pas vous dire ce que nous allons faire. On a des défis. Nous voulons nous affronter à des défis. Affronter les défis et les relever avec maîtrise. Des preuves sont légion. Avec le temps, le sérieux du service national et le pragmatisme de son commandant forcent l'admiration, même dans le chef des sceptiques plus radicaux. Nulle part. Il était président de la République, il était initiateur du PPRD. Et ça ne violait nullement la loi fondamentale. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République. En réalité, c'est Félix Tshisekedi, il est président national de l'UDPS, en violation de la loi. Parce que les statuts de l'UDPS n'ont jamais été modifiés pour permettre à Félix Tshisekedi de ne pas empiéter la loi, de ne pas violer la loi fondamentale. Parce que tous les postes, aujourd'hui, au niveau de l'UDPS, ce sont des postes qui n'existent pas. Autorité morale, nulle part. Quand vous feuilletez les statuts du DPS, vous verrez les titres d'autorité morale de Félix Tshisekedi. Président AI intérimaire, ça n'existait pas. Ce sont des postes qu'on a créés, mais en violation de leur propre statut et en violation de la Constitution. Donc, nous disons aujourd'hui que Joseph Kabila a fait son comeback en politique. Joseph Kabila, aujourd'hui, travaille sereinement pour apporter tout ce qu'il peut apporter comme un ancien chef de l'État pour le retour de la paix. Parce qu'il avait dit qu'il a mis une pause sur ses études parce qu'il a compris qu'il y avait plus grave, de plus important que ce qui se passe dans son pays. Et qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous, en tant que membres de l'opposition, nous sommes tout à fait disponibles à apporter nos réflexions comme on l'a toujours fait. Donc il veut jouer le même rôle qui lui a permis de faire retomber le pays sur ses jambes en 2002. Joseph Kabila a toujours été un grand homme d'État. Prenez ses interviews. Il dit que c'est un homme qui ne vit pas avec des regrets. Les erreurs qu'il a commises le rendent beaucoup plus fort aujourd'hui qu'hier. Les erreurs qui ne vous tuent pas vous rendent plus fort. Il a dit ça. Deuxièmement, il a le sens de l'histoire. Il dit, je ne vis pas avec des regrets, ni avec des remords. Je suis un homme objectif, optimiste. Et je sais que nous sommes prêts. Et voilà la grandeur de Joseph Kabila. Ancien chef de l'État de son État, il appelle encore, c'est lui qui est au pouvoir,
Président Tshisekedi. Président Tshisekedi. C'est sage de sa part. Chose que Félix Tshisekedi n'a jamais fait. Même mon grand-père, Etienne Tshisekedi, paix à son âme, là où il est, n'a jamais appelé Kabila président. C'est ça l'image. On sent la hauteur, on la sent sagesse. de la sagesse, on sent de la hauteur, on sent le dépassement de soi dans Joseph Kabila. Quel que soit le conflit, après la dislocation, après ces contrats qui ont été rompus unilatéralement par les chefs de l'État actuel, Félix Tshisekedi. Malgré tout ce qu'on cherche aujourd'hui à nuire à son image par l'union sacrée, à ternir son image, à ternir, à détruire son héritage politique. Mais Joseph Kabila ne tient pas compte de toutes ces choses. Il parle de son prédécesseur. Il appelle son prédécesseur. Avec Véran. Son successeur, il l'appelle président. C'est ça l'élégance en politique. Mais on quand peut être adversaire politique, on n'est pas ennemi. Mais quand il dit qu'il faut corriger les erreurs, que nous avons commises, de quoi parlait-il exactement? Et quelles sont ces erreurs? Mais pour beaucoup, l'erreur dont il est question ici, c'est le fait d'avoir été l'un des acteurs majeurs dans l'alternance démocratique et pacifique dans notre pays. Est-ce que l'alternance pacifique et civilisée était une mauvaise chose? Au regard de ce que le résultat la passation nous donne aujourd'hui pour la première fois dans notre pays a été une mauvaise chose, je ne pense pas. Oui, beaucoup diraient oui. Au regard de la tournure des événements. Aujourd'hui, l'un des membres de la CENI, président de la CENI, c'est bien lui qui est dans la rébellion. Kabila, le contact sont devenus quasi impossibles avec son successeur. Tous ces cocktails, c'est pas ce qui nous a ramenés dans cet état de choses que nous vivons actuellement. Je ne suis ni porte-parole, ni représentant de ceux qui sont de l'autre côté, qui ont pris les armes. Je parle du PPRD, je parle de Kabila, qui est notre président national et notre autorité idéologique. Qui a fait que la coalition FCC-Cash ne puisse plus exister? Ce n'est pas Kabila. C'est ceux qui entouraient les chefs de l'État. Et le chef de l'État lui-même a reconnu lors d'une interview. Vous bloquez l'action gouvernementale de votre successeur. Ça, c'était des faux fuyants pour remettre fin à la coalition. On nous traitait de bloquer le gouvernement, d'avoir des ministres qui travaillaient contre la République. Il n'y a jamais eu de telle manœuvre. On n'a jamais eu. Même pas ces intentions. Ça n'a jamais existé. Mais c'était des faux fuyants. C'était des prétextes qu'on voulait mettre dans la tête des Congolais pour mettre fin à la coalition. Et ça a été fait. Mais plus tard, le chef de l'État a reconnu. On lui a posé une question, je crois, à l'un de vos confrères. Sur Top Congo, il a reconnu. Lui avait posé la question. Quel était son regret? Félix Tshisekedi a reconnu que si, et seulement si, on pouvait refaire, et que c'était possible de refaire les choses, il n'allait pas mettre fin à la coalition FCC. Est-ce que c'est un regret sincère? Donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour revenir sur l'ordre de choses de départ? Nous pensons, moi, à mon humble avis, je pense que Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, là où il est, il regrette énormément d'avoir mis fin à la coalition FCC-Cash. Est-ce que c'est sincère? Sincère, je ne sais pas, mais il le regrette. Et quand vous prenez cette interview, vous remarquerez que c'est un homme qui avait pris du temps, pour la première fois, où je vis Félix Tshisekedi réfléchir 2 minutes ou 1 minute pour répondre à cette question. Donc, c'était une réponse qui venait au fond de son cœur. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'il y avait des extrémistes qui n'ont pas aidé le chef de l'État. Qui n'avaient pas aidé le chef de l'État. Qui pensaient que mettre fin à la coalition FCC-Cash était une solution pour déstabiliser Joseph Kabila, pour anéantir les PPRD et anéantir les FCC. Alors, une fois la coalition avait pris fin, nos frères qui sont au pouvoir pensaient que le FCC et les PPRD étaient dans un coma irréversible. Alors que c'est faux. Nous étions dans une stratégie de refondation de notre parti, de notre famille politique. Parce que vous et tous ceux qui nous suivent aujourd'hui savent que nombreux qui étaient avec nous
n'était plus en réalité avec nous, était avec Félix Tshisekedi. Alors, on avait l'infiltration, on avait des agents doubles, on avait des taupes entre nous. Il fallait reculer. Il fallait passer par des actions clandestines. Il fallait passer par des réunions stratégiques. Action clandestine, c'est ce que le régime vous reproche. Oui, action clandestine, il fallait pourquoi passer et par qu'est-ce que là. ça veut dire? Des actions clandestines, c'est-à-dire des réunions secrètes. Des réunions secrètes. C'est ce qui avait fait que, depuis un certain moment, les FCC et les PPRD ne faisaient plus des actions ou des activités officielles, ou des actions ou des activités de grande envergure. C'était une option levée par les FCC. Parce qu'on avait compris qu'on était infiltré jusqu'à la moelle épinière. Parce qu'on avait des taupes, parce qu'on avait des agents doubles qui travaillaient contre nous, avec nous, au sein du FCC. Donc, il était normal, il était important que nous puissions nous restructurer. Il fallait que nous puissions, nous d'abord, faire une introspection et tailler sur mesure des approches, mais aussi fixer une ligne de conduite pour continuer la résistance. C'est ce qui a fait que nous étions, à un moment, silencieux et nous étions en train de travailler. C'est ça le sens des actions clandestines. C'était ça l'essence des réunions secrètes. Deuxièmement, est-ce que vous, aujourd'hui, en regardant tout ce qui se passe par la suite, vous vous dites, nous avons eu raison de reculer ou de nous effacer pour mieux réfléchir et poser des actions tout à fait. Contraignantes et concrètes à l'avenir? Nous avons eu raison, 1000 raisons de se stabiliser, de reculer pour mieux sauter, et surtout, après la rupture de la coalition FCC-Cash, cette rupture nous a permis de nous auto-évaluer et d'évaluer aussi ceux avec qui nous étions en coalition. Les conclusions n'ont jamais été rendues. Et cette auto-évaluation nous a permis aujourd'hui de nous projeter, et la population a compris que si cette machine gouvernementale fonctionnait, c'était au cadre du FCC. Parce que la plupart des cadres qui sont restés à l'Union sacrée aujourd'hui, ce sont des cadres primériens, très limités, très moyens. Aujourd'hui, ils sont incapables de donner des résultats escomptés. Merci beaucoup. Donc, et après ces réunions clandestines, après ces actions clandestines, nous avons dit, niet, c'est fini des réunions clandestines, nous devons maintenant nous réinventer. Réinventer avec de nouvelles méthodes, c'est réinventer avec la force de se projeter pour l'avenir. C'est comme ça que nous avons dit, fini des actions clandestines, c'est maintenant le temps de nous affirmer. S'affirmer pourquoi? Nous devons nous affirmer comme la première force politique du pays, nous devons nous affirmer comme la première force idéologique de l'opposition, et nous devons nous affirmer dans une volonté commune pour la reconquête du pouvoir. Et cette reconquête du pouvoir doit se faire par des voies démocratiques. Allez, on remarque que Joseph Kabila, qui était à un certain moment très taiseux, il marque son retour sur la scène publique en l'espace d'un mois. Il a accordé plus de 2 interviews. Pour vous, tout ceci rentre dans la logique du grand retour du PPRD et du président national. Du grand retour d'abord de Joseph Kabila, et ensuite du grand retour du FCC et PPRD. Ok. Nous sommes une famille politique disciplinée, structurée. Quand le chef avait dit, il ne faut plus parler, nous devons observer, laisser l'État aux autres de travailler. Parce qu'on a été traité de tout. Kabila, c'est lui qui freinait le gouvernement, c'est lui qui travaillait contre la République, c'est lui. On a dit, ok, reculons, laissez ceux qui travaillent, ceux qui ont le pouvoir de travailler. On leur a laissé 7 ans. Et la population a eu le temps de juger ce qui joue aujourd'hui. Et la population aujourd'hui a compris que Kabila, sa gouvernance était meilleure. Kabila était un leader éclairé. Ça reste toutefois discutable. Kabila reste un leader intemporel pour la politique congolaise, et surtout Kabila demeure un homme passionné de la République démocratique du Congo. Et Kabila restera un homme pacifique, et surtout, c'est lui qui a jeté les jalons d'une nation moderne
démocratique et d'un état de droit. Allez, nous allons essayer donc de mettre à profit les 5 minutes qui nous restent en suivant cet autre extrait de Joseph Kabila. Il répond aux accusations selon lesquelles il est le véritable patron du M23 AFC de Corneille Nangaa. Suivez-les et nous allons revenir ici pour placer un mot et conclure. Monsieur Nelly Payton de Reuters, que répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi? Vous seriez un complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23 et quelle est votre relation avec ces groupes? Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez, c'est quoi? Un complice de quoi? Eh bien, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc, ce sont juste les meilleurs. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Regrettes-tu d'avoir soutenu le président Tshisekedi pendant son tout premier mandat présidentiel, en dépit des controverses et des défis rencontrés durant cette période, et malgré les critiques qui ont été formulées par certains opposants? Je ne vis pas avec des regrets, non. On fait des erreurs dans la vie, elles te rendent plus fort. Et si tu es faible, elles te rendent plus faible. Je crois que je suis plus fort maintenant grâce aux erreurs que nous avons commises. C'est à nous de corriger ces erreurs. La question reste démise et sur le lèvre de tous les Congolais. Aujourd'hui, Joseph Kabila est présenté comme le véritable patron du M23 ou de l'Alliance Fleuve Congo. Ces récentes sorties médiatiques, pour beaucoup, en disent long. Là, il demande de preuves à son successeur, de preuves qui les lient à ces accusations. Non seulement à son successeur, mais aussi à certains collaborateurs de Félix Tshisekedi, qui l'acquisent gratuitement, sans preuve. Vous savez qu'on a été convoqué au niveau de la justice militaire. Pour ça? Pour des propos qui ont été tenus et déplacés dans leur contexte. Mais ceux qui continuent à crier, à accuser gratuitement Joseph Kabila, n'ont qu'à prendre ces preuves déposées au niveau de la justice militaire, ou au niveau de la justice civile. Nous n'avons pas peur, parce qu'on se reproche de rien. Kabila n'a pas peur. Partout où on citera le nom de Kabila, partout où on citera le nom du PPRD et du FCC, on ira défendre nos droits. Parce que je vous avais dit que nous sommes une opposition instituée, reconnue par la Constitution. Et les modalités, les activités liées à la reconquête, à l'organisation de l'opposition pour la reconquête du pouvoir, toutes ces actions, toutes ces activités sont sacrées. Donc, on ne cédera pas aux intimidations. On ne cédera pas aux déclarations tendancieuses et fallacieuses. Le régime cherche de vous... Le régime. De vous le chef de l'État, Joseph Kabila, a été clair. Notre président national a été clair. Que ceux qui l'acquisent à tort n'ont qu'à prendre de preuves pour aller déposer au niveau de la justice et mettre sur la place publique. Et vous savez, l'histoire est une science aussi têtue. Mais l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Nous prenons l'exemple de Jean-Pierre Bemba. Bemba, qui aujourd'hui est ministre des Transports, qui peine à donner des résultats, qui peine à mettre sur pied une politique générale de transport dans notre pays, qui peine à faire des réformes au sein de son ministère. Même les embouteillages sont plus forts que lui. Mais Bemba a le luxe aujourd'hui de dire tout ce qu'il est en train de dire sur Kabila. Mais là, c'est le Mobondo. Oubliant que ces derniers avaient amené sur les sols congolais des Ougandais pour piller la République. Oubliant qu'il a été utilisé pour la balkanisation du Congo. N'eût été l'intelligence et la sagesse de Joseph Kabila, la partie S serait déjà partie. Et Bemba serait l'un des conspirateurs de cette balkanisation. Ceux qui sont en Kisangani n'ont pas oublié les actions de Jean-Pierre Bemba. Boussa nous a amené des Rwandais ici. Boussa Nyamoussi. Et les Rwandais et les Ougandais s'étaient battus à Kisangani. Non pas pour les intérêts des Congolais.
Boussa et Bemba s'étaient battus. Et leurs mercenaires ou leurs parrains s'étaient battus à Kisangani, non pas pour l'intérêt des Congolais, c'était pour leur intérêt égoïste. Au moment que Bemba cherchait, à nous amener des Ougandais pour piller notre pays, pour violer l'intégrité territoriale de notre pays, Kabila, en tant que chef de l'État, s'est battu pour réunir, pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Et aujourd'hui, cet homme qui a travaillé avec des Ougandais, cet homme qui a amené des Ougandais pour tuer des Congolais à Kisangani, a le luxe de jeter un discrédit sur cet homme qui a donné sa jeunesse, qui a travaillé pour la restauration de la paix, qui a travaillé pour la stabilisation de la sous-région, qui a travaillé pour nous donner aujourd'hui un état de droit, pour nous donner des institutions viables, pour nous donner même des institutions d'appui à la démocratie. Et prenez le parcours de Jean-Pierre Bemba. Bemba, toute sa vie, restera un APPiste. Il a géré les entreprises familiales. Et son père, qui sont tombés en faillite. Résultat zéro. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, est en conflit avec nombreux de ses frères à cause de l'héritage familial. Il est incapable d'incarner un leadership fort et rassembleur au sein même de sa propre famille. Jean-Jacques Bemba l'avait dit sur ce plateau. Il est incapable d'incarner un leadership fort et rassembleur pour mettre ses frères et sœurs autour d'une même table pour jouer de mêmes droits, des mêmes avantages. Et à quoi consiste cette campagne de contre Kabila? Pour le bien de son père et pour l'unité de sa famille. Prenez son parcours politique et professionnel. Il a été vice-président. Qu'est-ce que Bemba nous a amené comme réforme dans ce pays? Zéro. Chargé des finances. Oui. Quelles sont les réformes structurelles que Bemba nous a amenées en matière de finances? Zéro. Il est revenu de la CPI. On pensait qu'après avoir passé 10 ans, il serait au moins enseigné, qu'il changera. Mais on a compris que l'homme est resté populiste, comme en 2006. Aujourd'hui, il a été VPM au niveau de la défense. Quelles sont les réformes que Bemba nous a amenées au sein de ce ministère, à la tête de la défense? Bemba, quels sont les territoires que Bemba avait récupérés quand il était ministre de la Défense? Aujourd'hui, son parti a répondu à toutes les critiques en dressant une liste de réalisations au ministère des Transports. Il est VPM aujourd'hui du transport. Quelle est la politique générale de Bemba à la tête de ce ministère? Quelles sont les réformes que Bemba a apportées? Les MLC parlent de beaucoup de réalisations à son actif. Nous vivons aujourd'hui dans une ville où Soukilé devient, ce n'est pas un miracle. J'ai une émission à 10h en ville avec vous. Je dois m'apprêter chez moi. Je quitte déjà la maison à 7h30 pour faire 2 heures de route ou 1h30 de route, de Bandalungwa ou je sais pas à Kasavubu ou de Lingwala jusqu'en ville. On va chuter. Nous avons un incompétent à la tête du ministère des Transports. Les bilans, vous n'avez pas à faire toute une liste pour dire voilà notre bilan. Les bilans, c'est le peuple qui les juge. Tel est compétent, tel est qualifié, tel pose de bonnes et de grandes actions. Bemba n'a pas posé jusque-là à la tête du ministère des Transports une action salvatrice pour les Kinois. On avait déclaré l'essence unique ici, sur le boulevard et sur certaines routes de la ville de Kinshasa. Les résultats, c'est quoi? Est-ce que les embouteillages ont pris fin? Zéro. Allez, on va chuter. Il nous a amené pour chuter. Vous décaissez plus de 500 millions ou 300 millions ou 80 millions de dollars le mois ou par an pour aller prendre des avions de deuxième main. Des avions chez Ethiopian Airlines. On dit voilà, c'est du leasing. Monsieur, vous êtes un incompétent. Vous avez 20 millions, 30 millions, 5 millions là. Faites un bon projet, montez un bon projet sur le plan gouvernemental, présentez ce projet, cherchez des moyens et allez acheter des avions. Comme l'a fait Matata Pognon. Comme l'a fait Matata Pognon. Nous avons monté Congo Airways sur fonds propres avec l'argent des Congolais.
Nous avons monté Transco avec l'argent des Congolais. Nous avons laissé nous tranquilles avec l'argent des Congolais. On pouvait quitter Maloukou à 500 francs jusqu'en ville, jusqu'à Pascal. On pouvait quitter Rond-Point Ngaba jusqu'à Lupen à 500 francs. Mais on nous a ramené l'usine de montage des bus Transco. Faux et archi faux. C'était du populisme. L'UDP, c'est dans le croustillant, dans le populisme. On nous a donné... Et on a compris que les chefs de l'État aujourd'hui adorent des populistes. Des gens qui veulent se faire voir, en réalité, qui ne travaillent pas. C'est honteux. Où sont partis ces bis qui sont montés ici? Est-ce que vous savez aujourd'hui que Transco est en faillite? Est-ce que vous savez aujourd'hui que l'État est capable, l'État est incapable, l'État est insolvable? Nous avons une dette au nom pour le compte du Transco de 30 millions, je crois, ou 27 millions de dollars que l'État doit aux pétroliers. Aujourd'hui, le bus ne sont pas sur le route de Kinshasa. Et la dette extérieure il n'y a pas, estimée à plus de 10 milliards il n'y a plus de pièces de dollars. d'échange. Il n'y a plus assez de chauffeurs, assez de mécaniciens, ils ne sont pas payés. Et ceux qui travaillent encore dans des conditions misérables ne sont pas payés. C'est que plus grave, que quand Kabila partait, la dette extérieure n'existait plus. Mais cette dette aujourd'hui, elle est autour de 14 et 15 milliards de dollars. La dette qui a été totalement épongée. Vous exagérez les chiffres. Selon nos informations, elle est à plus de 10 milliards ou 9 milliards. Selon vos informations, allez vérifier. Vous parlez de la dette extérieure. Mais Kabila a épuré la dette extérieure. Qu'en est-il des détournements? Prenez, en commençant par le projet de 100 jours jusqu'à aujourd'hui. Combien de milliards ont été détournés au détriment de la population congolaise? On arrive à la fin, on va prendre le Qu'en est-il de la méritocratie? Allez, beaucoup de choses. Qu'en est-il beaucoup de choses à dire. De la paix, la sécurité? L'émission n'est pas sous le bilan du régime. On prendra un nouveau rendez-vous pour parler du bilan à la tête du pays pendant 6 ans de Félix Tshisekedi. Maintenant, nous allons rentrer dans la dynamique interne. Comment elle se présente? On parle du débit de pourparlers à Luanda qui n'a pas eu lieu en raison du retrait du M23. Mais entre-temps, Tshisekedi, qui avait promis de ne rencontrer Kagame qu'au ciel, était en face de lui le même jour à Doha. Nous sommes au Qatar sous la médiation de l'émir du Qatar. Nous avons assisté à une sorte de départ et arrêt de pourparler en même temps. Quelle est votre analyse en 2 minutes et on va jeter par là? Vous savez que à travers cette émission, je suis encore très fier d'avoir choisi Joseph Kabila comme un modèle, comme une autorité idéologique et comme président national de notre parti. Quand il était au pouvoir, il disait ceci. Un homme d'État, un responsable, ne prend le courage de parler que si et seulement si il estime que les mots qui sortiront de sa bouche sont plus forts que les silences. Et ça, il savait faire. Je suis tout à fait d'accord. Parce que après toute guerre, à la fin, on finit par dialoguer. Mais à quoi auront servi toutes ces déclarations? À la moindre escarmouche. Nous sommes prêts à partir de Goma. On peut attaquer Kigali. Je donnerai toute ma vie. On va installer l'état-major. Je mourirai pour la paix. Je vais me considérer chef de l'État. Si et seulement si la paix revenait à l'Est de la République. Je ne parlerai jamais avec des patins. Je ne parlerai jamais avec des marionnettes. Je ne discuterai jamais avec des marionnettes. Je ne rencontrerai jamais, retenez, lisez sur mes lèvres, jamais Paul Kagame. Lui et moi, ça sera au ciel, devant les bons dieux. Les Congolais aujourd'hui se posent la question, si le ciel c'est maintenant au Qatar, à quoi auraient servi toutes ces déclarations? Moi, chef de l'État, qui m'empêcherait? Qui peut m'empêcher? Le ciel a changé d'espace. On se pose des questions. Si la situation géographique du ciel a changé, ou
ou la localisation du ciel a changé. Tu vois que toutes ces déclarations ne nous ont emmené rien en réalité. Au contraire, ces déclarations ont desservi la République sur le plan communicationnel, sur le plan diplomatique. D'où l'importance de se maintenir, de se surpasser, de travailler stratégiquement sur des fonds ou des approches. Alors, que retenir du processus de paix de Luanda? Pour moi, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Ça nous a amené quoi? Tous les processus qui ont été lancés, le processus de Luanda, c'est quoi les résultats aujourd'hui? Processus de Nairobi, c'est quoi les résultats aujourd'hui? On tourne en rond, nous sommes en train de patauger. On n'avance pas. On n'avance pas. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus parler que nous sommes en train de faire du show-place. Nous reculons. Parce que des territoires tombent. Des territoires sont entre les mains de l'ennemi. On sent aujourd'hui que ceux qui gèrent sont dépassés, déboussolés, dépassés par les événements. Si j'étais Félix Tshisekedi, je mettrais une pause et je chasserais tous ces ministres. Pourquoi? À part 2 ou 3. Parce que l'avenir n'est pas éclairé. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. L'actuel ministre de la Défense, quel est son bilan? 0. Je les chasse. Le ministre, le VPM des Transports, il fait quoi? À part des meetings à longueur de journée. Et la première gouvernement d'union nationale d'ici. Je devais le mettre à côté. Et je crois qu'il y a certains membres du gouvernement qui seront permis de le ministre de la communication. C'est le plus médiocre ministre de la communication que le Congo a eu. Mouyaya. Mouyaya fait du bon travail. Mouyaya, c'est un excellent journaliste, un expert en lecture de procès-verbaux du Conseil des ministres. Mouyaya n'est pas outillé en communication. Dans un tel contexte tumultueux, qu'auriez-vous voulu qu'il fasse concrètement? Aller au-delà de la lecture de procès-verbaux. C'est ce qu'il fait à travers les briefings. Les briefings n'ont rien apporté. Les briefings n'ont pas apporté. Il devait aller au-delà, communier avec la population. Les discours de Mouya devaient aller au-delà de nos frontières. Mouya devait communier avec la population guinoise et congolaise. On les sent. Ça veut dire quoi? Mouya il était dépassé, il est dépassé. Les briefings nous ont amené des ministres. Mouyi Donzang, ministre, je crois, il gère quel ministère? Le ministère du développement rural. Développement rural. Avez-vous déjà vu dans un pays sérieux, à l'Ukraine, en Russie, je ne sais pas dans quel pays, en pleine crise politique et sécuritaire, le porte-parole du gouvernement invite un ministre du développement rural pour venir parler de la guerre? En tant que notable. S'il vous plaît. Il est notable du Il y a plusieurs cadres. Qu'il pouvait utiliser pour inviter s'il avait besoin d'écouter Moïse Nzangi. Paloukou, ministre, je crois, de l'industrie. Il nous avait dit lors d'un briefing que la plus grande bataille serait à Goma. La plus grande bataille, la dernière bataille. Nous sommes arrivés à la fin, Chité. Et toutes ces déclarations nous ont amené quoi? C'est-à-dire l'avenir est sombre. Aujourd'hui, je peux être contre Mende à cause de son vagabondage politique. Mais si on avait un ministre comme Mende, si on avait un ministre comme Henri Mouva. C'est quoi la différence? Mende Mouyaya. Si on avait un ministre la différence comme à quel niveau? Didier Moumengi. Ça sont des ministres. Mende dit communiquer par loyauté. Je vous ai dit. Tout ce qu'il disait, c'est ce que le gouvernement lui disait. Je vous ai dit quoi? Quelle est la différence? La différence, c'est quoi? La politique, la communication institutionnelle, c'est d'abord mettre des canaux de communication, mettre des éléments de langage qui doivent être en adéquation avec la situation réelle. Ça, Mende savait faire. Et la communication politique et institutionnelle doit se baser sur l'anticipation. Mouyaya est toujours dans la défensive. Allez, merci. Alors qu'il devait passer à l'offensif, on devait attaquer le Rwanda, on devait attaquer. Mouyaya est toujours là quand on nous attaque. Et après avoir subi des attaques, il ne propose pas de plan de sortie sur le plan communicationnel. Merci beaucoup. C'est ça la différence. D'où j'ai dit que c'est un expert en lecture de procès-verbaux.
C'est un expert en lecture des synthèses des réunions des conseils des ministres. Il les fait bien. Mais en ce qui concerne la communication institutionnelle et politique, je crois que c'est le plus mauvais ministre de la communication que nous avons eu. J'ai beaucoup de respect pour Mouyaya en tant que journaliste, mais en tant que ministre du gouvernement et porte-parole du gouvernement, je préfère Didier Moumengi, je préfère Mende, malgré son vagabondage politique, je préfère Henri Mouvassakani et autres ministres, pas Mouyaya. Ça, c'est votre lecture. Merci beaucoup de nous avoir honorés. Merci d'être passé. Je rappelle que je recevais pour vous Jean-Serge Tchibin, secrétaire national en charge de la communication du parti, le PPRD, ancien parti présidentiel. Nous vous retrouvons avec le même plaisir, peut-être pour une autre émission beaucoup plus élaborée. Quant à moi, je vous retrouve avec la même ambiance pour un autre numéro sur votre chaîne. Portez-vous bien.